Merci de nous rester fidèles pour ce dernier round de forum, du World Forum de cette semaine. Nos invités, le professeur Mounirou Salou, bactério-virologue, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé, Université de Lomé, et docteur Kokou Otobé, épidémiologiste, médecin de santé publique, il est le directeur de la planification et de la programmation. Nous parlons du Covid-19. Est-ce que le pic est déjà atteint? Ils nous ont déjà dit non. On va reprendre cette partie avec les questions des téléspectateurs. On va prendre la question du 91 47 98. 91 47 98. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est la différence entre virus et bactéries? Est-ce que nos scientifiques au laboratoire ont pu analyser ce virus de Covid-19 ou c'est un suivisme de diagnostic qui est fait jusqu'à présent? Professeur Salou, oui. C'est quoi la différence entre un virus et une bactérie? C'est une très belle question. C'est vrai qu'on parle de coronavirus. Une bactérie, pour simplifier, c'est un organisme unicellulaire, fait d'une seule cellule, et qui a un seul chromosome, qui est de l'ADN. Au passage, je rappelle que les humains que nous sommes faits de plusieurs cellules, et nous avons 23 paires de chromosomes, sinon 46 chromosomes, c'est ce que nous avons appris au lycée. Alors, donc, toutes les bactéries sont à ADN. C'est ADN. Il n'y a pas de bactéries ARN. ARN, non. Les bactéries sont à ADN. Et comme nous disons aux étudiants, c'est la plus petite usine qui puisse exister parce que la bactérie est autonome. La plus petite cellule. Hein? Petite usine qui existe parce qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour fonctionner. La bactérie. Donc, les bactéries sont autonomes. Elles sont autonomes. Elles peuvent vivre indépendamment de l'organisme humain Elles peuvent vivre en symbiose avec nous, comme ce que nous avons appris entre la fougère et le palmier à huile. Vous me rappelez ma classe de cinquième. Et d'ailleurs, nous en avons plein dans le tube digestif, qui sont des bactéries dites commensales, qui vivent avec nous, qui nous apportent des choses et profitent de nous. Et si vous regardez, pour aller vite, lorsqu'on décède, dans nos villages où il n'y avait pas de formol, il faut vite enlever les viscères, sinon le corps va vite pourrir. Nous avons des bactéries sur notre corps qui nous aident à lutter contre les infections. C'est pour cela d'ailleurs que nous luttons contre la dépigmentation. Lorsque vous appliquez ces crèmes-là, vous détruisez ces bactéries. Maintenant, pour parler des virus... Non, avant d'en arriver au virus, oui. Mais comment se fait-il que les bactéries, certaines sont sur le corps pour nous protéger et d'autres nous créent des problèmes? Oui, il y a des bactéries qu'on appelle les bactéries commensales. Et puis, vous avez des bactéries qui sont pathogènes spécifiques. C'est-à-dire, il y a des bactéries qui sont dans l'environnement. Lorsqu'elles se retrouvent chez nous, comme l'agent du choléra, elles sont responsables de maladies. Et il y a des bactéries qui vivent avec nous, qui, lorsque l'opportunité s'offre, on parle de bactéries pathogènes opportunistes, vont engendrer une maladie. Elles vivent avec nous. Vous avez une infection virale, comme j'ai dit tantôt, où il y a un désordre. Alors, elles profitent de votre faiblesse pour exprimer leur pouvoir pathogène. Mais les choses sont quand même plus complexes que cela. Parce que les bactéries, comme nous les humains, nous parlons, les bactéries se parlent. Elles peuvent échanger des choses. Et celles qui ne sont pas pathogènes peuvent hériter des facteurs de pathogénicité de celles qui sont pathogènes. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec les antibiotiques par exemple, où on demande de ne pas les prendre à tort parce qu'on sélectionne la résistance. Si vous voulez me tuer, je mettrai tous les moyens à ma possession pour résister à l'agresseur. C'est ce que ces bactéries-là font. Et aujourd'hui, de plus en plus, de par l'action de l'homme dans l'environnement, en médecine humaine, en médecine animale, en utilisant les antibiotiques comme hormones de croissance pour augmenter la production, nous avons sélectionné des bactéries résistantes. Ça devient dangereux. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de virus, les virus, par contre, sont des pathogènes sensu stricto. Mais voilà comment ils se présentent. C'est des entités, comme on dit simplement, nucléoprotéiques, faites d'acides nucléiques et de protéines. Et les virus viennent battre en brèche ce que nous avions appris dans la loi de l'hérédité, où on pense que tout part de l'ADN pour arriver aux protéines. C'est ce que nous avons appris au lycée. Les virus, ils peuvent être à ARN, ils peuvent être à ADN, ils peuvent être à ARN double brin, ce qu'on n'avait pas appris quand on était au lycée. Et d'ailleurs, lorsqu'on revient au coronavirus, c'est l'un des plus longs virus à ARN
Il est très grand, c'est 3 fois le génome du VIH. C'est un virus où, ici, permettez-moi le terme, où le chef de l'État, c'est de l'ARN, ce n'est pas de l'ADN. Et donc, pour pouvoir fonctionner, cet ARN-là va fabriquer un autre ARN, ainsi de suite, qui doit être ARN messager, donner les protéines, ainsi de suite. Et lorsque je prends par exemple le virus de la grippe, c'est un virus qui est ARN, mais vous avez jusqu'à 8 segments d'ARN. C'est beaucoup plus complexe. Je voudrais inviter les auditeurs en off pour mieux comprendre ce que c'est qu'un virus. Mais ce que nous disons, tout simplement, lorsqu'un virus arrive chez l'hôte, il détourne la machinerie de l'hôte à son profit. L'autre, dans ce cas, les cellules humaines. Hein? Ça, le virus ou animal, peut-être. Il peut être pathogène, où il parasite les feuilles de tabac. Il peut pas parasiter ce qui est végétal, donc, ce qui est animal, ce qui est humain. À tous les niveaux, à divers niveaux. Et la particularité des virus, c'est qu'il y a des cellules cibles. Lorsqu'on prend le VIH, vous allez entendre parler de lymphocyte TCD4. Mais ici, lorsqu'on parle de coronavirus, c'est l'arbre respiratoire qui est ciblé. Et d'ailleurs, c'est pour cela, pour le diagnostic, on ne va pas prendre le sang. On va faire des écouvillons nasaux ou oropharyngés pour rechercher le virus. Donc, on ne peut pas tester, rechercher le coronavirus, par exemple, en faisant un prélèvement de sang. Non, ce qu'on pourra faire en faisant un prélèvement de sang, c'est les stigmates de la présence d'anticorps. Les anticorps, par exemple. Mais vous disiez tantôt que les virus sont stricto sensu des agents pathogènes. Des vrais parasites, oui. De vrais parasites, mais il paraît qu'il y a des milliers de virus dont la plupart ne sont pas, comment on va dire, des dangers. Oui, cela va s'expliquer. Mais la première fois, ils ont été un danger. Parce que c'est comme le coronavirus aujourd'hui. Peut-être des générations après nous, dans 100 ans, déjà depuis les années 60, on avait des coronavirus humains qui ne nous posent aucun problème. C'est-à-dire, le virus, comme il a besoin d'un support pour vivre, il a pour intérêt lui-même, ça c'est la loi de la vie, que le support sur lequel il doit vivre ne puisse pas disparaître, sinon lui-même ne pourra pas vivre. Donc, à un moment donné, le virus rentre en équilibre avec nous. Les exemples les plus connus, c'est le VIH1 et le VIH2. Le VIH1 est plus sévère avec nous pour l'instant, mais le VIH2, vous allez voir que les sujets infectés par le VIH2 mettent du temps pour développer la maladie. Lorsqu'on arrive au niveau de la varicelle, vous avez vu encore la variole, on a pu éradiquer la variole, mais avant d'arriver à cela avec la vaccination, la variole a causé beaucoup de dégâts. Donc vous avez beaucoup de virus qui circulent, comme qu'on ne connaît pas, mais pour lesquels nous vivons avec. Oui, docteur Otobé, ce que je retiens de l'échange très riche que je viens d'avoir avec le professeur Salou, c'est que on peut remettre en cause un peu les effets bénéfiques des médicaments. Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'il est bon d'utiliser les médicaments pour tuer les virus et les bactéries? Est-ce qu'a priori on peut les éliminer? Est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre moyen pour se soigner? Votre question, merci beaucoup votre question. Il y a des règles qu'il faut respecter en utilisant les antibiotiques dirigés contre les bactéries. Est-ce que si nous utilisons les antibiotiques à tort et à travers, on risque de développer les résistants, les bactéries vont développer les résistants contre les antibiotiques. Et quand on sera face à une maladie sévère, on n'aura pas à disposition des médicaments pour pouvoir faire face à ces maladies-là. Mais le problème, au fur et à mesure qu'on tente de les tuer, ces virus, ces bactéries se renforcent aussi. Non, ces virus, le professeur Salou peut mieux répondre à cette question que moi. Si, c'est-à-dire ce que vous posez comme problème, c'est que beaucoup de maladies virales d'ailleurs, le salut vient par la vaccination. Mais il y a des antiviraux. Mais à ce jour, on n'a pas de médicaments virucides. C'est-à-dire médicaments virucides, je veux parler de comme un kamikaze qui arrive et qui tue le virus. Surtout si vous ne savez pas faire, comme le virus se développe à l'intérieur des cellules, cela suppose que vous devez tuer la cellule pour pouvoir atteindre le virus. Mais on a des médicaments antiviraux dans des maladies pour lesquelles il y a eu un développement de beaucoup de médicaments où lorsque vous empêchez le virus de vouloir se multiplier, il y a ce phénomène de résistance à l'action de l'antiviral.
C'est ce qu'on peut sélectionner, donc la résistance. Et cela se produit. C'est pour ça d'ailleurs que nous, lorsque nous devons traiter les maladies virales avec des antiviraux, on n'utilise pas une seule molécule. On va utiliser 2, 3 pour suffisamment, permettez-moi le terme, pour suffisamment embrouiller le virus pour ne pas qu'il sache comment répliquer. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une population mineure qui résiste à l'action qu'on appelle des quasi-espèces qui vivent, qui échappent à l'action de votre antiviral. Mais pourquoi vos soins, vos protocoles de thérapie, je ne parle pas forcément du coronavirus, ne mettent pas plus l'accent sur le renforcement du système immunitaire, donner les moyens à l'organisme de combattre ces virus plutôt que de chercher... Non, mais c'est ce qui est fait. Je me rends compte qu'avec le coronavirus, on a eu l'impression que c'est la population qui veut dicter comment prendre en charge aujourd'hui les malades. C'est ce qui est fait. Il y a beaucoup de maladies virales pour lesquelles on ne vous fait aucune... Pour la grippe, on vous dira de prendre la vitamine C. Et on s'arrête là. Mais regarde, pour la varicelle, lorsque votre enfant est atteint de varicelle, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un traitement symptomatique, il y a la fièvre, on baisse, on vous donne un savon antiseptique pour que les lésions qu'il y a eu au niveau de la peau ne puissent pas se surinfecter, et on s'arrête là. Les choses sont vraiment bien codifiées, mais comme je le dis, coronavirus, comme c'est nouveau, tout le monde, c'est la panique à bord, et tout le monde est devenu thérapeute aujourd'hui. Et pour parler comme le professeur Iou, on a comme l'impression que c'est les malades qui doivent nous dire maintenant comment on doit les prendre en charge. Mais le malade a son mot à dire aussi, non? Parce que les médecins, on l'a vu, on les a vus se tromper régulièrement sur la question. Se tromper, je ne suis pas d'avis avec vous. Oui, mais on a vu des vérités, des contre-vérités dans le cadre du coronavirus. Vous savez, la controverse au niveau des thérapies, cela existait. Il y a les pairs et il y a le grand public. Les pairs veulent que cela se fasse selon les règles de l'art, l'orthodoxie. Et c'est pour cela que les gens se plaignent. Vous avez vu l'étude de Didier Raoult, où on a dit non, on n'a pas respecté les protocoles. Mais en même temps, le grand public, qui a une volonté de s'afficher, de s'affirmer. Aujourd'hui, tout le monde veut se prendre en charge. Donc, lorsqu'on donne quelque chose, si vous et moi, nous décidons aujourd'hui que l'eau de coco guérit coronavirus et que nous avons suffisamment le leadership pour le défendre, mais demain, vous allez voir sur les réseaux sociaux, tout le monde va demander de l'eau de coco. C'est un exemple que vous donnez, c'est pas une thérapie. Donc il faut même si l'eau de coco renforce l'immunité. Je voudrais rebondir sur la question Gilles, parce que bon, c'est vrai, nous devons tenir compte du point de vue de la population, mais il faut qu'on se rappelle les différentes épidémies qu'on a connues. Ce n'est pas les antibiotiques ou bien autre chose qui ont aidé à endiguer cette épidémie, c'est la vaccination. Et donc nous devons rester prudents et vigilants. Il faut qu'on fasse attention pour ne pas entrer trop vite en besogne en proposant des choses qui, on sait, qui ne nous permettront pas de sortir de l'épidémie. Oui, j'ai une question à vous poser sur la vaccination, mais on va prendre une question d'un téléspectateur 90 18 67. 90 18 67. Alors, bonjour professeur, c'est Salou et non Alou. Il y a un S avant le A. Professeur Salou. Donc, étant membre du comité de riposte, quels sont ou quels peuvent être... non, la question n'est pas bien formulée, mais je comprends. Quelles sont les mesures prises pour la reprise des classes? Merci, très belle question. Je crois qu'au niveau du secteur de la santé, les réflexions au quotidien, en premier pour nous, c'est comment faire pour endiguer la progression de l'épidémie. Et des questions de reprise des classes relèvent d'un niveau supérieur au nôtre. Nous avons peut-être notre mot à dire, si on nous le demande, nous pourrions le partager, mais nous voulons laisser. Je crois que le 14 mai dernier, le ministre des Enseignements primaires et secondaires a communiqué en disant bientôt il y aura la reprise des classes. Les autorités, certainement, sont en train de réfléchir pour nous faire des propositions sous peu, je pense. Est-ce que vous avez un mot à dire, docteur? Oui, merci Gilles. Je n'ai pas... Mais théoriquement, on peut dire que pour reprendre les classes, il faut certaines conditions quand même. Et l'OMS a édicté quelques règles aussi. Oui, il faut qu'on soit sûr que l'épidémie vraiment est en cours de... qu'on nous sommes en train de maîtriser l'épidémie, que qu'on connaisse bien l'évolution de l'épidémie dans les zones où les écoles sont implantées. Il faut qu'on soit sûr que les écoles disposent
ou bien sont aptes à appliquer les différentes mesures barrières pour lutter vraiment contre la propagation de l'épidémie et qu'on arrive à mettre en place une collaboration assez efficace entre les écoles et les autorités sanitaires locales pour arriver à vraiment travailler ensemble pour détecter les cas lorsqu'ils vont survenir. Mais le Bénin a repris les écoles, vaille que vaille, depuis un moment. Est-ce que ce n'est pas un exemple à suivre? Le Bénin a repris les cours quand les chiffres grimpaient déjà. Mais 1-2 semaines après, il n'y a pas encore eu de catastrophe là-bas à Cotonou, professeur Salou. Oui, c'est ce que le docteur Otobé disait. Je crois que nous aussi, nous sommes dans cette logique. Sous peu, l'école devrait reprendre. J'ai sorti tout à l'heure ici sur ce plateau en disant qu'il va falloir s'habituer à vivre avec ce virus. Cela suppose que les activités devraient reprendre. Mais il faut maîtriser un certain nombre de conditions. Il faut encadrer cette reprise. Pour reprendre. 90, 92, 16. 90, 92, 16. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un autre souci, dans les mesures barrières, il y a eu la réduction du nombre de passagers dans les transports en commun. Les conducteurs ont dû augmenter les tarifs pour ne pas perdre. Alors, de l'autre côté, c'est la population qui en pâtit. Quelle solution peut-on trouver à cette situation? Bon, la question ne relève pas de votre question, mais puisque vous êtes dans le comité de riposte, peut-être que vous pourrez nous éclairer un peu sur la question. Oui, mais peut-être pour la population aussi, le comité de riposte est à différents étages pour les différents ministères. Nous sommes au ministère de la Santé. Mais normalement, il y a une cellule sectorielle dans chaque ministère. Oui. Mais comme vous le dites, ce qu'on devrait constater, il y a quand même eu des mesures d'accompagnement. Et nulle part, je n'ai lu qu'il fallait augmenter le transport, le coût du transport. Ce que j'ai plutôt vu, c'est réduire le nombre de passagers par véhicule pour respecter un tant soit peu la distanciation. Mais c'est un manque à gagner pour les conducteurs de taxi. Mais je crois que le manque à gagner, il est à tous les niveaux, il est pour tout le monde. Mais vous allez au niveau des boîtes de nuit qui ne travaillent plus, vous allez au niveau des restaurants, il y a un manque à gagner à tous les niveaux. Et si je fais la lecture, je pense que l'État a mis en place des mesures pour pallier à ces insuffisances, à ce manque à gagner. Une autre question, 91 99 52. 91 99 52. Merci beaucoup pour l'émission. Merci aussi pour votre fidélité. Un patient guéri de Covid-19 après la libération peut-il développer la maladie dans l'avenir? Peut-il contaminer d'autres personnes? Peut-il retrouver sa forme sans difficulté? Docteur Otobé. Merci beaucoup, Gilles. Un patient qui est sorti guéri, en principe, ne peut plus contaminer, puisque avant qu'il ne sorte de l'hôpital, on a fait le contrôle et on a prouvé qu'il ne peut plus être contaminant pour les autres. Alors, peut-il développer de nouveau la maladie? Bon, je voudrais laisser cette question-là à professeur Salou, qui est plus habilité pour donner une bonne réponse. Merci. A priori, comme l'a dit le docteur Otobé, c'est non. Mais il y a quand même quelques cas dans la littérature. Pas dans la littérature, dans la pratique aussi. Non, dans la littérature que nous avons lue, j'arrive, où on ne parle pas de réinfection, mais de repositivation des cas. Et cela s'explique. Peut-être dans notre pratique ici, on a eu 1 ou 2 cas comme ça aussi, où les individus ont été déclarés guéris, mais pour diverses raisons, le test est revenu positif. Mais les explications à cela existent. Ah ben, donnez-les-nous. Voilà, c'est une maladie virale pour laquelle la technique de dépistage, c'est d'aller au niveau de la gorge ou des fosses nasales, aller faire un prélèvement. Si par hasard, ce prélèvement n'est pas bien fait et qu'il n'y a pas assez de virus parce que vous êtes en train de guérir et qu'on a suffisamment, avec les anticorps, avec les médicaments que vous avez pris, on a suffisamment baissé ce que nous appelons la charge virale, le test de laboratoire peut se révéler négatif alors que vous n'avez pas encore fini d'éliminer tout le virus. Cela peut arriver, mais sur le plan clinique, il y a une rémission totale des signes, l'individu va très bien. Parce que les Chinois nous avaient produit 10% de cas de recontamination, mais après,
la semaine dernière, de nouveaux papiers sont sortis pour confirmer, pour dire non, ce n'est pas de recontamination. Tout ce qu'on demande, celui qui est déclaré guéri doit se comporter comme celui qui n'a pas été atteint de la maladie, qu'il respecte les mesures barrières, qu'il se protège. Mais si vous le lâchez dans la nature, hein, le candidat guéri qui devient donc asymptomatique, ça veut dire qu'il va contaminer encore beaucoup de gens. Lui, il va se considérer guéri. Non. Ne voyez pas les choses comme cela. C'est-à-dire, c'est quelques cas qui ont été décrits, c'est pour ça que je parle de la littérature et la qualité des tests utilisés. Il y a des thèmes très techniques où nous parlons de sensibilité des tests. C'est comme avec mes lunettes. Si je peux voir à 10 mètres, peut-être quelqu'un d'autre avec ses lunettes peut voir à 100 mètres. Et si j'utilise un dispositif qui me permet de voir à 10 mètres, je vais dire à 100 mètres, il n'y a rien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, il y a tout ça. Et aujourd'hui, avec le temps, nous sommes en train d'affiner tout cela pour que le Togo soit performant en termes de laboratoire. Le coronavirus au Togo qui a atteint désormais des communautés, on parle de cas communautaires. Nous sommes allés à Legbasito pour voir la situation sur le terrain. Nous avons rencontré le maire de la commune d'Agouenive 2, monsieur Jean Bollor. Nous l'avons rencontré pour réaliser une interview pour voir comment la situation évolue sur le terrain et les mesures prises pour sensibiliser contre le coronavirus. Au début de la pandémie, le gouvernement a pris plusieurs mesures barrières. Et le rôle du maire, c'est de tout faire pour que ces mesures barrières soient respectées sur le terrain. Donc nous, en tant que maire, c'est vrai que nous avons deux casquettes. La première casquette, c'est le développement de la localité en collaboration avec la population. Et la deuxième casquette, c'est de faire en sorte qu'on puisse respecter les décisions prises au niveau par les autorités. C'est dans ce sens que ces mesures que l'autorité a eu à demander qu'on puisse faire respecter au niveau sur le terrain. Au niveau de la mairie, nous avons pris la disposition pour qu'on puisse respecter ces mesures. C'est vrai qu'il y a l'habitude d'être une seconde nature. Disons-nous la vérité. Je prends la mesure qui est difficilement applicable sur le terrain, mais on continue toujours de sensibiliser la population. Ça concerne les funérailles. Lorsqu'on dit que vous perdez un cher, vous ne devez pas être plus de 15 à être dans la maison mortuaire. C'est difficile à tout le monde de pouvoir l'accepter. Mais nous faisons la sensibilisation, nous faisons en sorte que les gens comprennent que c'est une mesure qui est nécessaire pour le contexte actuel. Donc nous prenons des dispositions pour vraiment les sensibiliser, pour faire en sorte qu'ils puissent respecter ces mesures. Une autre mesure, c'est les retrouvailles au niveau des cabarets, avec les touks, avec Sorabi, surtout avec les boissons locales, et aussi au niveau des bars. Lorsque nous passons le message, nous sensibilisons les gens, mais on constate toujours qu'il y a certaines personnes qui veulent être Thomas parce qu'ils n'ont pas encore vu, ils ne veulent pas croire. Mais notre rôle en tant que maire, c'est de tout faire pour faire appliquer les décisions du gouvernement au niveau de nos communes respectives. Ah non, mais ça c'est le premier baptême en tant que maire là. Parce qu'on est élu maire, ça ne fait pas 6 mois lorsque la pandémie a commencé. Donc toutes les activités que nous avons programmées, on ne pourra pas les exécuter. Le budget, on ne peut pas vraiment, en termes de recettes, vous avez vu que ça a fait baisser totalement les recettes de la commune. Il n'y en a même plus, parce que c'est auprès de la population qu'on doit collecter les recettes. Et l'État a pris les mesures pour soulager la population. Donc, nous ne pouvons pas encore aller pour alourdir les difficultés de la population.
Il y a certaines activités que nous avons l'habitude de faire, le mariage, comme je viens de le dire aussi. Et les gens, c'est difficile pour qu'on accepte qu'on fasse un mariage avec 7-8 personnes. Parce que la loi dit que vous ne pouvez pas dépasser 8 personnes. Donc les gens ont préféré reporter ces mariages et attendre que la situation se normalise avant qu'ils ne puissent reprendre ce qu'ils ont laissé. Donc le Covid-19 a vraiment affecté sérieusement les activités que nous faisons au niveau de la mairie. La situation donc du coronavirus dans la communauté d'Agouenivé 2. Professeur Salou, vous l'avez écouté. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le concept de cas communautaire? Quand on parle de cas communautaire dans le contexte d'une pandémie, qu'est-ce que c'est? Je vais répondre, mais l'épidémie viendra compléter. Comme le mot le dit, cas communautaire, lorsque vous êtes maintenant dans cette transmission au niveau de la communauté. Dans mes propos liminaires aujourd'hui, j'avais parlé de cas importés qui sont venus de l'extérieur et on a eu des transmissions locales. Mais après, lorsqu'on se retrouve dans une communauté et que la transmission se fait au sein de la communauté, on peut parler de cas communautaires. Pour le peu que je sais en épidémiologie, mais je voudrais laisser l'épidémiologie s'éclairer la lanterne. Merci beaucoup, professeur. Tel que le professeur Salou l'a dit, nous avons une classification des cas et les cas importés. Vous vous rappelez que le premier cas était un cas importé. À la suite de ce cas, il y a eu des personnes qui ont été en contact avec les cas importés qui ont développé la maladie. Ça, c'est la transmission locale. Lorsque on confirme un cas positif au coronavirus, on fait l'investigation et qu'on ne retrouve pas de notion de contact autour, si la personne testée positive n'a pas été en contact avec un malade, on n'a pas de notion de contact, ce cas-là est dit communautaire. Ça veut dire que la maladie circule au sein de la communauté et sans avoir été en contact avec quelqu'un directement indexé comme positif, on peut faire la maladie. C'est la transmission au sein de la communauté. Au sein de la communauté, comme l'a expliqué le professeur Salou. À cette phase-là, faut-il édicter des mesures barrières supplémentaires ou celles qui existent déjà peuvent régler le problème? Celles qui existent peuvent suffire. C'est de respecter les mesures barrières, le lavage des mains à l'eau au savon, bien se désinfecter les mains avec des solutions hydroalcooliques, le port systématique des masques et le respect de la distanciation sociale. Les mesures-là sont nécessaires, les mesures de base pour arriver à briser la chaîne de transmission de la maladie. Alors, nous retournons aux téléspectateurs avec leurs préoccupations. 90 29 80, 90 29 80. Les mesures barrières sont, il est vrai, efficaces, mais au Togo, les populations imaginent des choses sur la maladie par ignorance. Par exemple, au marché de Palimé, les dispositifs de lave-mains sont poussiéreux et laissés à l'abandon. À qui la faute? Alors, la deuxième question, fermer les écoles, les églises, les mosquées et laisser les marchés ouverts, quelle est la différence? C'est Séraphin qui nous écrit de Palimé. Professeur Salou, il évoque la question des lave-mains qui ne sont pas utilisés et réutilisés. C'est une très belle question qui interpelle tout le monde. Il a dit à qui la faute? Et la faute est à nous tous, à commencer par lui-même, qui, dans un souci de solidarité, dans un souci où je dois me protéger et protéger les autres, si un lave-main est sur la place publique qui n'est pas bien entretenu, les règles d'hygiène de base s'imposent à nous. Il peut se porter lui-même volontaire pour donner l'exemple, pour que ce lave-main-là soit bien entretenu. On vient pour se laver les mains, il faut que l'eau qui est utilisée soit de l'eau de qualité. Il faut que cette eau-là soit propre. Il faut qu'il y ait du savon. Et il peut faire, j'allais dire, ces exercices-là pour sensibiliser lui aussi. Tout le monde est interpellé. Et sa deuxième question, pourquoi laisser les marchés ouverts et fermer les écoles et les églises? Je voudrais lui demander s'il était à la place des décideurs, qu'est-ce qu'il ferait?
Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Les marchés, on a besoin des marchés dans notre contexte pour s'approvisionner, mais on a aussi besoin du fonctionnement de marché pour permettre à nos mamans de continuer par exister à leurs petites activités qu'elles font. Si on peut s'affranchir aujourd'hui, cela a été démontré, excusez-moi, sur le plan religieux, que finalement, on a compris que la foi, c'est pas aller à l'église en grand nombre ou aller à la mosquée en grand nombre. On peut être chez soi et être en communion avec son Dieu. La preuve, vous avez passé le mois de Ramadan tout seul. Sans que personne ne soit mort. Et apparemment, vous êtes sain et sauf. Voilà. Nous allons prendre le 233 27 274. 233 27 274. Alors, qu'est-ce qui nous dit? Dans nos pays où les frontières sont poreuses, pourquoi les pays, par exemple, de la CEDEAO ne se concertent pas pour prendre des mesures communes pour être sûr qu'ensemble, ils pourront éliminer cette pandémie du Covid-19? Docteur Otobé. Merci beaucoup. C'est vrai, au niveau régional, il y a des concertations entre les pays pour prendre des mesures, mais pour le moment, on a constaté que chaque pays prend des mesures pour lutter au niveau des frontières, notamment les contrôles sanitaires au niveau des frontières. Ce contrôle a été renforcé pour arriver à contrôler, à limiter la propagation des maladies. Cette disposition a été prise. Pour le moment, je ne peux pas dire avec fermeté que les pays ont établi des liens pour l'ouverture des frontières, etc. Non, chaque pays protège ses frontières pour le moment. Chez nous, on n'a pas encore ouvert les frontières, mais les marchandises peuvent circuler pour approvisionner le marché national en produits. Professeur Salou, le téléspectateur évoque la question de travailler ensemble pour les pays de la sous-région afin de vaincre le coronavirus. Oui, comme l'a dit le docteur Otobé, c'est le scénario idéal. Je crois qu'au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, il y a des activités dans ce sens. Il y a peut-être 2 semaines déjà où, sur la migration par rapport aux frontières, il y a eu des webinaires, des téléconférences pour harmoniser. Mais je voudrais quand même faire observer que lorsqu'il y a un orage éclate, et chacun se préoccupe en fonction des spécificités des uns et des autres. Aujourd'hui, chaque pays doit mettre en place ce qui peut lui porter, j'allais dire, assistance qui peut être bénéfique pour lui en premier. Il y a des règles communautaires, mais il y a des règles individuelles. Même quand vous regardez au niveau de l'Union européenne, quand bien même ils sont dans un espace commun depuis longtemps, il y a des spécificités. L'Allemagne a commencé la reprise du championnat de football pendant que la France dit que ce serait en août, ainsi de suite. Mais dans le meilleur des mondes, il va falloir synchroniser les choses pour faciliter la vie aux usagers de cet espace que nous sommes. 90 16 10. 90 16 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors pourquoi n'a-t-on presque jamais entendu la situation sanitaire à Pékin depuis le début de cette pandémie, quand on sait que la maladie vient de la Chine? Cette première question peut être nuancée parce que la semaine dernière déjà, nous avons reçu l'ambassadeur de Chine au Togo qui nous a donné un aperçu sur la situation en Chine. Et peut-être il voudrait évoquer la question de la publication des statistiques quotidiennement concernant la maladie, ce dont je doute de l'efficacité aussi. Peut-être on reviendra sur la question. Et ça, le deuxième volet de sa question, pourquoi ne demande pas-on aux gens de se laver le visage à l'eau savonneuse? Non, elle est intéressante la question. Alors, pourquoi ne pas se laver le visage? De se laver les mains. Parce que c'est la main qui va porter le gène sur la face. Sur le visage, ce qu'il faut faire, c'est de porter le masque pour protéger et le nez et la bouche. Mais le visage peut avoir colporté le virus aussi. Mais lorsque vous rentrez chez vous, pour nous autres qui travaillons en milieu hospitalier, il a été demandé de définir un circuit. Lorsque vous arrivez, vous ôtez vos vêtements, vous demandez à la famille de rester juste pour que vous puissiez vous débarrasser de ce que vous auriez transporté depuis la ville avant d'être en contact avec les vôtres. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce que cette information n'est pas passée au grand public.
Mais je dirais les voies les plus connues pour la transmission, c'est bien au niveau de la face. Et donc, nous l'avons dit ici, le port de masque aide énormément. Qu'il s'agit de masques anti-projection ou de masques qui sont les plus indiqués en milieu de soins, vous empêchez la transmission de pathogènes s'il y en a à celui qui est en face de vous. Et c'est plutôt insister sur le maniement de ces masques. Ne pas les toucher à la main, savoir les retirer, ne pas les laisser, j'allais dire, à tout le monde. Il y en a qui ne sont pas réutilisables. Au lieu de chercher à laver la face avec du savon, si c'était indiqué, on vous l'aurait dit. Ce qu'on veut, c'est la bonne gestion du masque, le port correct de ce masque-là, parce qu'il est coutume de voir aussi dans la population où le masque, finalement, sert de décor. Il est au niveau du menton. Pour protéger les barbes. Voilà. Et donc, c'est plutôt, moi, ce que j'ai à dire, le docteur Outobé aussi. Non, vous avez répondu à la question, c'est se laver les mains et le port de masque, c'est ça qui est indiqué. Oui. On n'a jamais indiqué de se laver le visage avec l'eau de savon. Et le téléspectateur soulève une autre question que je partage également. À quoi ça sert de publier quotidiennement les décomptes de nombre de cas, de nombre de morts? On peut le faire de temps en temps, mais tous les jours, pour que ça circule sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pernicieux dans cette affaire-là? Non, en matière d'épidémie, on l'a dit au début, on a besoin de savoir comment la maladie évolue chez les personnes. Pour ceux qui en ont besoin peut-être, hein, mais est-ce que tout le Non, monde a besoin est-ce que tout le monde a besoin de ces informations tout le temps? Est-ce que vous ne contribuez pas à propager la psychose, à faire peur? Il faut que les gens doutent de l'existence de la maladie. Il faut que les gens sachent. On publie, c'est une bonne chose de publier. Mais celui qui doute de la maladie, il doutera de vos chiffres également. Non, les chiffres sont importants ça permet de voir l'ampleur de la chose, de voir quelles mesures il faut prendre pour endiguer la maladie. Oui, mais c'est vous qui prenez les mesures, donc pas le citoyen lambda. Le citoyen qui se trouve peut-être à Parakou, en Atitengu, est-ce qu'il a besoin forcément quotidiennement? Moi, c'est la fréquence qui dérange. Hein. Non, on a besoin de... Peut-être quand c'est significatif, vous faites sortir les chiffres, mais est-ce qu'il faut le faire à chaque fois? Aujourd'hui, un cas, deux cas, demain, etc. Si on ne le faisait pas, vous allez voir que les gens vont vous poser beaucoup de questions. Professeur Salo. Oh oui, je suis d'avis, surtout pour une épidémie, qu'on sache, même si les mesures qui ont été mises en place servent. Il fut une période au Togo ici où on était quand même content, où on faisait 2-3 jours sans qu'un cas ne soit déclaré. Et puis après, tout le monde a compris qu'attention, on a peut-être baissé les bras, les cas augmentent, c'est important, ce qu'on appelle situation report, où tous les jours, jusqu'à ce que, à un moment donné, on se rende compte qu'on a fait une semaine, on a fait 2 semaines, il n'y a plus de cas pour revenir. C'est ce que la Chine a fait hier ou aujourd'hui en disant ils n'ont pas eu de cas ces temps-ci, ainsi de suite, c'est important. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission. On va prendre encore quelques questions puis séparer. Est-ce qu'on peut... oui, le 90-16-10, il me semble qu'il est revenu avec une autre question. À l'allure où vont les choses, pensez-vous que le nombre d'infections peut vite diminuer au Togo? Peut-on s'auto-guérir du Covid-19? Si oui, que faire pour renforcer notre immunité? C'est le 90-16-10. 90-16-10. Professeur Salou? Oui. Je prends la question. Que faire ou est-ce que le nombre va diminuer au Togo? Si le nombre devrait diminuer, cela dépend de nous tous. Cela dépend de nous tous. S'il n'y a pas un relâchement dans les règles éditées, si nous ne continuons pas à aller à être 15, 20 dans les cabarets, comme l'a dit le maire tout à l'heure, en train de vouloir dénier la maladie, elle va progresser. Si nous continuons à ne pas porter le masque, à ne pas nous laver les mains régulièrement, nous allons propager la maladie. Ça, c'est ce que je voudrais dire pour cette première question. Et l'autre question... Alors, peut-on s'auto-guérir du Covid-19? S'auto-guérir, il faut déjà savoir si je suis infecté avant de parler d'auto-guérir. Ce qui est le numéro 111 existe. Si lorsque il y a un suspect, il faut appeler
Et je crois que c'est l'occasion de saluer les autorités locales d'ailleurs, à l'intérieur, qui ont aidé énormément avec les collectivités villageoises, tous nos concitoyens qui sont rentrés à travers les frontières, à identifier, et cela a permis rapidement de contenir l'épidémie. Donc, s'auto-guérir, c'est sûr que certainement, dans les cas asymptomatiques, peut-être que quelqu'un peut être infecté sans savoir et guéri, mais il est quand même dangereux parce qu'il aura transmis à d'autres. Je crois qu'il y a une dernière question qui avait été posée par cette... oui, que faire pour renforcer son immunité? Voilà, pour renforcer l'immunité, moi, sur les médias, c'est un peu difficile à le dire parce qu'il y a quand même des aliments dans notre contexte qui ont été même publiés récemment par l'université qu'il faut consommer pour renforcer l'immunité. Mais déjà, je commencerai par lutter contre le stress, lutter contre la psychose de la maladie, qui sont des facteurs qui jouent négativement sur la qualité de la réponse immunitaire. Comment faire pour lutter contre le stress? Lutter contre le stress, il n'y a pas que Covid dans la vie. On me dit, voici les mesures qu'il faut respecter pour ne pas avoir la maladie. Il faut que je m'en tienne à cela, que je le respecte. Et il y a des activités, ne serait-ce que de sport à la maison, de respiration profonde, qui me permettent de quand même passer l'étape du stress. Il ne faut pas être, comme vous l'avez dit, peut-être cantonné que sur Covid. Mais quand vous publiez les chiffres chaque jour, vous voulez que les gens ne se cantonnent pas sur la maladie? Non. C'est important de savoir comment la chose évolue. Il est important. Et parallèlement, ce que je mange, il y a des aliments comme ce que nous appelons localement antibiotiques, le basilic africain, Oxymum gratissimum, qui s'appelle Esrou, en Évé ou à Zéou, en pays Kabyé. Il y a les feuilles de baobab, il y a bien d'autres plantes. Vous pouvez les citer, hein? Il y a d'autres recettes qui permettent... Vous n'en donnez que 2 là. Oui, ce que nous refusons... Oui, c'est de faire croire que ça guérit le coronavirus. C'est des aliments médicaments qui aident habituellement, comme nos populations le savent depuis des siècles, l'utilisent pour aider l'organisme à mieux se porter. On vous parlera de l'ail par-ci, du gingembre par-là. Mais je veux bien que cela se fasse sous le couvert d'un spécialiste. Parce que dès l'instant où vous dites... Prendre des légumes aussi, est-ce qu'il faut un spécialiste pour cela? Non, c'est-à-dire dans le contexte particulier où nous sommes. Sinon, l'excès en toute chose nuit. Sauf en légumes. Docteur Otobé. Je ne dis pas... C'est la première fois que j'entends dire que... Non. Je peux entendre dire que le... Non, l'excès en toute chose, celui qui prend peut-être une substance en excès, qui se retrouve dans une situation de diarrhée. Oui. Oui. Vous me suivez. Il aura créé une situation de malaise. Oui. Docteur Otobé. Non, le professeur Salou a donné les bonnes réponses. Peut-être que vous avez quelques recettes aussi pour renforcer le système immunitaire. Non, il a donné les bonnes recettes. Non, il y a les champions. Il y a des champions, mais j'ai peur que la population ne se rue sur des champions toxiques. Sinon, il y a des champions qui sont même commercialisés dans ce pays. S'ils s'adressent aux structures appropriées dans les supermarchés, vous verrez ces champignons comestibles qui sont mis à disposition. Et vous avez des compléments alimentaires dans les officines qui ont pour vocation de stimuler l'immunité. Et sans publicité aucune, il y en a. Pour les pharmacies. Voilà. 91 24 20 57, quelles sont les dispositions prises? Est-ce que la réalisation a pu suivre? 91 24 20. Quelles sont les dispositions prises par le comité de riposte pour que les masques soient accessibles à tout le monde, hein? Surtout ceux de l'intérieur? Je précise que les masques ne sont pas disponibles dans les pharmacies à l'intérieur du pays. On n'a pas vérifié, mais on suppose que c'est vrai ce qu'il dit. Je crois qu'il y a un communiqué du ministère du Commerce qui a fixé le prix plafond des masques. 100 francs pour les masques à usage unique et 200 francs pour les masques réutilisables. Et si vous regardez aujourd'hui les masques artisanaux, il y a beaucoup de structures. Nous, au conseil scientifique, on a reçu des fabricants locaux de masques organisés au niveau de la chambre des métiers, des particuliers comme à Kakaveli qui produisent des masques
Et nos tailleurs aussi produisent des masques. Tout ce qu'on a demandé, il faut que ces masques-là, dans leur confection, respectent certaines normes pour que les uns les autres puissent s'en procurer. Et dans le même contexte, le 90-25-69 nous dit que le port de masque est l'une des meilleures mesures barrières. Alors, le gouvernement, pourquoi le gouvernement et les responsables de santé ne décrètent pas le port de masque obligatoire? Alors, pourquoi on ne prendrait pas des punitions strictes pour ceux qui portent les masques uniquement sur les barbes? C'est une proposition qu'il fait. Il appartient à l'autorité de s'inscrire ou de ne pas s'inscrire dans cela. Mais ce que moi je note, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous circulez dans la ville de Lomé, ne serait-ce que pour la ville de Lomé, on a quand même un fort pourcentage de personnes qui ont le masque. Et c'est déjà une bonne chose. Et si nous sommes convaincus, comme il le dit, que le masque est un moyen de protection, je ne sais pas pourquoi attendre encore une injonction d'une quelconque autorité pour pouvoir porter ce masque. Merci. Nous arrivons déjà donc à la fin de notre rendez-vous, docteur Otobé. Merci beaucoup, Gilles. Je voudrais vous remercier et insister que les pays qui ont mieux réussi contre le Covid-19, c'est les pays qui sont arrivés à bien respecter les mesures barrières. Se laver la main avec l'eau et savon, porter systématiquement le masque et arriver à faire un dépistage assez large de la population tout en retraçant et en prenant en charge les cas. Et faire un suivi régulier aussi, un suivi rigoureux, j'allais dire, des personnes contacts de cas confirmés pour arriver vraiment à endiguer l'épidémie. Merci. Pour votre participation, nous arrivons donc déjà à la fin. Peut-être que vous pouvez vous dévisager pour la fin, non? Pour qu'on puisse voir qui se cachait. Merci beaucoup. Derrière ce prénom, merci, docteur Otobé. Docteur Otobé Kokou, qui est épidémiologiste. Professeur Salou, oui. Bonne fête de Ramadan. Merci beaucoup. Peut-être qu'on souhaiterait vous voir vous aussi, non? Pour la fin. Oui, mais il faut que nous donnons l'exemple. Oui, on a assez donné l'exemple. Que le port du masque aujourd'hui est quelque chose d'important. Et peut-être pour terminer en dernier mot, c'est la discipline. Nous voulons demander aux uns et aux autres, quel que soit le lieu où nous trouvons au Togo, si nous aimons notre pays, que nous nous aimons nous-mêmes, il faut que nous soyons disciplinés pour rapidement que la vie reprenne. Merci beaucoup et bonne fête de Ramadan. Merci. À vous et à votre famille. Nous disons merci infiniment aussi à la réalisation assurée par Magloire Doku, Thomas Choyi qui était au studio pour les caméras Seignon. Pour le relais sur les réseaux sociaux, Adjibli Sylvain pour le son et la coordination technique. Merci de votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau forum. À très bientôt. Inch'Allah.